Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat pour cette édition spéciale consacrée à l'élection du président du groupe socialiste du Sénat. Deux sénateurs s'affrontaient, Gaëtan Gors et Didier Guillaume. Et sans surprise, Didier Guillaume a été élu par 84 voix contre 23. Didier Guillaume qui sera sur ce plateau dans quelques minutes. Nous reviendrons bien sûr sur les enjeux de cette élection avec Mickaël Zamès. Bonjour Mickaël. Bonjour. Et Tam Tranui, notre spécialiste parlementaire. Bonjour Tam. Bonjour Oriane. Alors Didier Guillaume, le sénateur de la Drôme qui succède à François Rebsamen, devenu ministre du Travail de Manuel Valls, laissant ainsi son fauteuil de président de groupe vacant. Les sénateurs socialistes qui sont encore en réunion de groupe et on retrouve à la sortie de cette réunion de groupe Perrine Tarnaud. Perrine, bonjour. Vous êtes en compagnie du sénateur de la Nièvre et candidat lui aussi à la présidence, Gaëtan Gors. Oui, Gaëtan Gors, bonjour. Donc vous avez obtenu 23 voix lors de cette élection à la présidence du groupe. Est-ce que vous avez des regrets quant au programme que vous aviez proposé aux sénateurs socialistes? Vous savez, je mène des combats dans le Parti socialiste depuis quelques années. Je n'ai pas l'habitude de les gagner. Maintenant, on progresse. J'étais tout seul, on est 23 sur ces propositions. Moi, je vois plutôt le côté positif. On sent bien qu'il y a un besoin de changement, de renouvellement. Je vais continuer à pousser ces idées. Voilà, la démocratie a fonctionné, c'est l'essentiel. Rassemblement, renouvellement, rajeunissement, c'est les 3 R qu'a proposé aussi Jean-Christophe Cambadélis, qui va être sans doute intronisé, si on peut dire, à la tête du Parti socialiste ce soir après le Conseil national. Ça vous semble la bonne voie pour l'évolution du parti ? Je me méfie un peu du discours, je jugerai aux actes. Ce serait bien que le choix du premier secrétaire s'inspire de ces 3 principes, ce qui ne conduirait pas forcément à choisir celui que vous venez de citer. Quelles sont à votre avis les urgences alors pour renouer notamment avec les militants socialistes qui ont exprimé leur mécontentement lors des dernières municipales? Il n'y a pas que les militants qui l'ont exprimé, d'abord nos électeurs et beaucoup de Français. Je pense que parler clair, je pense que le Premier ministre a commencé, ensuite faire jouer la démocratie, montrer effectivement qu'on est prêt à débattre, renouveler, remettre en question, se remettre en question, à travers évidemment les hommes, ça sans doute, mais surtout à travers les idées, les manières de faire. C'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Enfin, moi, je pousse en ce sens-là. Et puis, c'est surtout de prendre des initiatives. On va le voir dans le domaine européen. C'est impossible aujourd'hui de démêler cette situation si nous ne reprenons pas l'initiative à l'échelle européenne de manière constructive, pas en agressant nos partenaires allemands, mais en nous plaçant chacun devant ses responsabilités. Nous, la France, en jouant pleinement notre rôle. Je pense que c'est d'abord un problème qui s'adresse non pas à la droite ou à la gauche, mais aux Français de manière générale. Quelle place on veut tenir dans cette Europe? C'est un débat que vous allez d'abord faire vivre ici à l'intérieur du groupe PS du Sénat. Vous espérez y occuper une place importante, ou en tout cas essentielle à ce débat? Moi, on me met au chômage technique, très bien. Enfin, je vais essayer de m'occuper de manière utile. Voilà, je trouve que j'ai le sentiment d'avoir quelques petites choses à dire. On verra comment les rendre utiles. Voilà. J'en suis là. Mais j'ai l'habitude, ça fait un petit moment que je presse dans le désert, donc on finit par, non pas par y trouver goût, parce que c'est un peu dommage. On aimerait que les mêmes choses aboutissent. Mais enfin, on assume. Très bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé votre première réaction à la sortie de la réunion du groupe socialiste ici au Sénat, donc avec l'élection à la tête du groupe PS de Didier Guillaume ce matin. Merci Perrine, on vous retrouve bien sûr tout au long de cette édition spéciale, notamment dans quelques minutes avec David Assouline, un autre sénateur socialiste. Alors Tam, on l'a dit, Didier Guillaume, Gaëtan Gors, c'est vraiment 2 profils différents qui s'affrontaient ce matin pour prendre la présidence du groupe. Tout à fait. D'un côté, donc Didier Guillaume, sénateur de la Drôme, actuel vice-président du Sénat, un proche du président du Sénat, Jean-Pierre Bel. De l'autre côté, Gaëtan Gors, un ancien député, un ancien proche de Ségolène Royal, qui même en son temps, en 2012, avait tenté de déposer sa propre motion, une motion qui avait finalement explosé en vol. En clair, une espèce d'électron libre qui ne se présentait pas pour gagner, mais plutôt pour susciter le débat et qui, on l'a vu, a quand même eu l'adhésion là des mécontents et qui assume avec une certaine franchise cet après-midi son échec. Alors, Tam, concrètement, comment s'est déroulé ce scrutin il y a quelques minutes et quels étaient les enjeux de cette élection? Alors, c'était un vote à bulletin secret qui s'est déroulé en un seul tour. Ce qui nous intéressait finalement, ce n'est pas tant l'issue qui était écrite d'avance, mais le score de Gaëtan Gors. Et on l'a donc vu, il y a tout de même eu 23 voix pour Gaëtan Gors, qui a montré qu'il y avait un certain mécontentement de certains socialistes au sein du groupe. Et d'ailleurs, avant de rentrer dans la salle, certains sénateurs nous ont confié qu'ils voulaient plus de
démocratie dans le fonctionnement du groupe. Alors, quelqu'un comme Marie-Noëlle Lienemann, qui est à la gauche de la gauche et qui a souvent une voix très personnelle et très indépendante, nous l'a déclaré, mais aussi quelqu'un comme Daniel Raoult, le président de la Commission des affaires économiques, pour qui il faut vraiment améliorer la gouvernance. Il nous a égrené toutes les présidences qu'il y avait eu au sein du groupe socialiste, Claude Destier, puis Bell, puis François Rebsamen. Il dit qu'il faut une véritable organisation, plus de cohésion, notamment en vue des sénatoriales de septembre prochain. On va retourner tout de suite. Salle Clémenceau où Perrine Tarnaud est en compagnie de David Assouline, le sénateur socialiste de Paris. Oui, David Assouline, porte-parole du Parti socialiste jusqu'à ce soir. Enfin, vous démissionnez donc jusqu'à ce soir. On vient d'entendre Gaëtan Gors sur notre antenne. Donc, il a obtenu 23 voix face à Didier Guillaume pour cette élection à la tête du groupe socialiste du Sénat. 23 voix, c'est quoi? C'est l'expression d'un certain mécontentement dans le groupe socialiste ou c'est à peu près normal pour une élection de ce type? C'est tout à fait normal. Après, ce n'est plus tellement la démocratie. La démocratie à 100% des voix, c'était en Europe de l'Est et dans d'autres régimes. Donc, c'est tout à fait normal que quand il y a un choix, il y ait quand même une minorité de gens qui, pour différentes raisons d'ailleurs, pas forcément par adhésion à Gaëtan Gors, veulent dire que ils ne sont pas d'accord. Voilà. Donc, je trouve ça au contraire très sain. La façon dont s'est organisé le vote aussi était très démocratique et c'est aussi des progressions dans la vie du groupe puisqu'il y avait des isoloirs, il y avait des urnes, il y a eu... c'est une première dans l'organisation de ce vote ici au groupe. Bien sûr, avec une possibilité même avec un temps suffisant pour déposer des candidatures, des professions de foi, chacun a pu les lire et donc Donc tout a bien fonctionné, ce que vous voulez nous dire d'un point de vue démocratique, il n'y a pas de souci. D'accord. Juste après, quelle est la ligne politique que vous a vendue Didier Guillaume? Parce qu'il s'est exprimé devant les sénateurs socialistes. Quelle est sa profession de foi? Quelle ligne politique il souhaite conduire à la tête du groupe PS ici au Sénat? Moi, il y a une phrase de ce qu'il a dit qui m'a marqué, qui symbolise beaucoup de choses. C'est prendre en compte déjà ce qui s'est passé aux élections municipales. Et donc, c'est pas une candidature hors sol, c'est dans une situation donnée. Et il a dit qu'à chaque fois que nous allons légiférer, intervenir, provoquer une action au Sénat, eh bien, il faut qu'on pense non seulement à est-ce que ça va améliorer la vie quotidienne du citoyen, et notamment lui quand il retourne dans la Drôme, eh bien, il rencontre les gens, est-ce qu'ils vont juger que c'est utile pour eux? Et la deuxième chose, est-ce qu'ils vont le comprendre? Et c'est bien ça, l'efficacité et donc le groupe socialiste un peu aussi comme une courroie de transmission pour faire remonter aussi les infos du terrain? Mais toujours, les parlementaires doivent aussi jouer ce rôle. Ils retournent sur le terrain et en plus, ici, c'est la chambre aussi des collectivités territoriales, des élus locaux bien ancrés et qui sentaient d'ailleurs beaucoup de ce qui allait se passer au municipal et le disaient souvent qu'il y avait un abstentionnisme fort, un doute, parfois des colères. Donc voilà, Didier Guillaume, c'est un combattant, il est dynamique. Son score montre qu'il rassemble largement le groupe, c'est une deuxième qualité nécessaire. Et troisièmement, il a ce souci toujours de la perception de ce que nous faisons par les citoyens. Donc je suis moi très heureux que ce soit lui. Très bien, merci beaucoup David Assouline d'avoir répondu en direct à nos questions alors qu'on peut le voir derrière nous, les sénateurs et les sénatrices du groupe socialiste qui sortent de la salle Clémenceau, donc après l'élection de Didier Guillaume, et on a entendu ce que nous a dit David Assouline, faire remonter les infos du terrain mais aussi faire la pédagogie sur place. Merci Perrine, vous l'avez dit, la réunion du groupe socialiste qui vient tout juste de se terminer. Didier Guillaume, le tout nouveau président socialiste du groupe socialiste au Sénat, sera sur ce plateau dans quelques minutes. Alors Mickaël, Didier Guillaume, c'est un homme médiatiquement discret, c'est pourtant un poids lourd ici au Sénat. On va dire que c'est un poids lourd local qui a envie de peser sur le plan national. Il est toujours président du Conseil général de la Drôme, il prépare sa succession car il a décidé de ne pas se représenter pour les élections cantonales de 2015. C'est un élu local, ancien maire d'une petite ville de la Drôme, là aussi, président du Conseil général, on l'a dit, mais aujourd'hui,
dans sa tête, il est passé à autre chose. Aujourd'hui, ce qui compte maintenant, c'est le plan national. On dit qu'il a fait une mutation. Mais attention, c'est un vrai politique, Didier Guillaume. Parce qu'on va, si on rappelle un petit peu son historique, en quelques mots, il faut savoir qu'il a été, avec Jean Glavany, au cœur du réacteur nucléaire de l'élection sous Lionel Jospin. C'était en 2002. Il a donc participé à l'époque en tant que Premier ministre. Il était conseiller avec Jean Glavany. Donc il sait exactement comment ça se passe. Il a été premier fédéral au Parti socialiste. Ça veut dire qu'il était au sein du Conseil national. Ce sont ceux qui ce soir vont élire le premier secrétaire du Parti socialiste, si on doit faire un lien là aussi. Donc il sait exactement comment ça se passe au sein des arcanes du Parti socialiste. Mais aussi ces derniers temps de ces arcanes du Parti socialiste. Par choix, parce qu'il avait dit que ce qui primait pour lui, c'était avant tout le terrain, le local. Mais voilà, aujourd'hui, selon ses proches, il a passé sur autre chose. Il a envie de revenir sur le plan national. Et aujourd'hui, ce qui compte pour lui, peut-être, c'est d'incarner le Parlement. Aujourd'hui, il veut être un sénateur à plein temps. Il va donc laisser un petit peu de côté sa terre locale, la Drôme, pour venir au Sénat et parler beaucoup plus de politique nationale. Il faut dire que le président du groupe socialiste au Sénat participe avec le président du groupe socialiste à l'Assemblée aux réunions qui vont avoir lieu et qui ont eu lieu à Matignon depuis 2 ans et qui auront lieu sous Manuel Valls également. Il sera donc au cœur de la machine, au cœur du réacteur. C'est lui qui aura à gérer aussi le mécontentement. Il faudra gérer ça aussi, le mécontentement des sénateurs, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais on va certainement lui poser la question tout à l'heure. On va le voir arriver en direct certainement dans quelques minutes sur notre plateau. Images. Didier Guillaume qui va arriver dans quelques instants. Mais avant, je voudrais qu'on écoute la réaction d'un très proche de Didier Guillaume. C'est le président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Les deux hommes, Mickaël, on en a déjà parlé, sont évidemment très proches. Écoutez ce que disait il y a quelques minutes à notre micro Jean-Pierre Bel, le président du Sénat. Écoutez, je suis heureux de vous dire que c'est dans une ambiance tout à fait, bien entendu, apaisée, que Didier Guillaume vient d'être élu président du groupe socialiste à une majorité très large, avec d'ailleurs les encouragements de Gaëtan Gors qui a eu le mérite de se présenter également à cette élection. Donc c'est un groupe socialiste qui se serre les coudes et qui est je crois aujourd'hui dans l'après, c'est-à-dire la période qui s'ouvre pendant laquelle ce groupe, le groupe socialiste du Sénat, aura un rôle très important à jouer pour se faire entendre et bien entendu avec une préoccupation, Didier Guillaume l'a bien indiqué, c'est de travailler pour que les Français qui cherchent à comprendre le sens de la politique que nous menons soient, c'est le moins qu'on puisse dire, mieux convaincus par notre politique. En tout cas, les groupes parlementaires et le Sénat est bien décidé à jouer un rôle important. Et Didier Guillaume, le tout nouveau président du groupe socialiste, vient de nous rejoindre en plateau. Bonjour Didier Guillaume et merci d'être là. Alors, vous avez été élu il y a quelques minutes. On a envie de savoir quel est votre sentiment. C'est d'abord une grande fierté, une grande reconnaissance avec vis-à-vis des membres du groupe socialiste du Sénat qui ont fait ce choix. Et moi, je vais dans les pas de mes prédécesseurs, de Jean-Pierre Bel et de François Rebsamen, et en même temps avec une exigence forte vis-à-vis du gouvernement, avec un souci de rassemblement de l'ensemble des sénateurs de ce groupe, de l'ensemble de la gauche. La période est grave. Le président de la République a tiré des enseignements après les élections municipales. Il y a un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre. Il faut que la gauche sénatoriale et que le groupe socialiste soient soudés, travaillent collectif et surtout réfléchissent à l'avenir. Les Français n'ont pas compris le message qui leur a été porté depuis quelques mois. Et il faut vraiment qu'à notre niveau, ici, au Sénat, nous puissions apporter des choses concrètes, que nos concitoyens comprennent ce qui se passe. Et donc peut-être se contenter ou avancer plus sur des projets de loi ou des propositions de loi qui touchent le quotidien de nos concitoyens. C'est dans cette direction que j'entends travailler avec le gouvernement et avec le groupe. Qu'est-ce que ça veut dire une exigence forte? On a entendu Jean-Christophe Cambadélis qui, lui, a prononcé le mot confiance exigeante. Bon voilà, on a l'impression que vous allez en confiance avec le gouvernement, mais que vous n'hésiterez pas peut-être à élever la voix quand il faudra, un peu comme l'a fait François Rebsamen. En confiance totale, en soutien plein et entier, et en même temps, le groupe socialiste au Sénat n'est pas là pour dire toujours oui, il est là pour dire oui, et il est là en même temps pour faire des propositions. Peut-être que un soutien critique, un soutien inconditionnel. Pas du tout, c'est pas un soutien critique, c'est un soutien inconditionnel au gouvernement, mais en même temps, il me semble que les sénateurs
lorsqu'ils vont dans leur département le week-end, reviennent chargés de ce qu'ils ont entendu et sont peut-être plus en prise avec la société que les ministres qui sont, avec leur administration, en train de travailler fortement. Et je crois que, vous savez, une république, la 5e République, elle doit marcher, c'est un trépied. C'est l'exécutif, le législatif et le parti. Le Parti socialiste va se réorganiser cet après-midi. Et moi, je soutiens de toutes mes forces Jean-Christophe Cambadélis. Il faut un Parti socialiste fort. Il faut un exécutif fort. Et Manuel Valls a montré qu'il était capable de mener cet exécutif fort. Mais il faut aussi que les parlementaires ne soient pas des godillots et ne soient pas dans la critique systématique, mais puissent faire remonter des choses du terrain et pour qu'elles soient appliquées au niveau national. C'est ça le travail. Lorsqu'il manque un des 3 points là-dessus, les choses ne peuvent pas fonctionner. Et moi, j'appelle l'ensemble de mes amis socialistes à passer plus de temps à construire qu'à déconstruire, à passer plus de temps à proposer qu'à critiquer. Vous visez qui? Parce que là, c'est un message très clair. C'est un message très clair, mais moi je vise tous les socialistes qui depuis 3 jours ont passé leur temps à critiquer l'arrivée au gouvernement d'Harlem Désir, l'arrivée à la tête au premier secrétariat du Parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis. Je pense. Oui, mais moi ce que je veux vous dire, c'est que nos concitoyens, c'est pas ça qui les préoccupe. C'est l'emploi, c'est le logement, c'est la sécurité. Donc je pense que si le Parti socialiste veut redevenir audible, il faut qu'il arrête de se regarder le nombril, il faut qu'il arrête de parler de lui-même, mais qu'il parle aux Français. Et c'est le message que je voudrais faire passer ce matin. Le Conseil national de cet après-midi, ça ne doit pas être une introspection constante. Non, c'est pas silence dans les rangs. C'est soutien exigeant, vous l'avez dit tout à l'heure. Et un soutien exigeant, ça veut dire, on ne va pas passer des heures à savoir s'il faut faire un congrès, s'il faut élire ceci ou élire cela. Le Parti socialiste doit être en ordre de marche. Le congrès, c'est dans 1 an et demi. Maintenant, c'est l'ordre de marche. Il faut remettre ce pays en mouvement et il faut aller de l'avant. Alors, on entend un gouvernement de combat, oui. Parti de combat, oui. Sénat de combat aussi. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Comment ça sera possible? Vous imaginez? On dit qu'avec les élections municipales qui ont eu lieu, on dit que le Sénat s'est perdu. Vous estimez aussi que c'est perdu? Non, je n'estime absolument pas cela. C'est vrai que le résultat des élections nous complique la tâche. Ça sera sûrement pas aisé. Mais vous savez, les élections, il faut attendre le 2e tour. C'est après le 2e tour que l'on sait comment les choses se passent. Donc nous verrons bien. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est le groupe socialiste du Sénat, avec les autres groupes de la majorité, nous avons bien l'intention de travailler et de préparer ces élections sénatoriales très sérieusement. Rien n'est jamais perdu d'avance. Et il n'y a rien de pire que de baisser les bras. Donc moi, quand je dis gouvernement de combat, parti de combat et groupe socialiste de combat, c'est bien cela. Après, il y a des chiffres. Eh bien, nous verrons bien. Mais le général de Gaulle disait « Seules sont perdues les batailles qu'on ne livre pas ». Alors livre en bataille. Mais justement, Didier Guillaume, vous vous êtes exprimé il y a quelques minutes devant les sénateurs socialistes. Oui. Que leur avez-vous dit et quelle sera concrètement votre ligne politique au sein de ce groupe? La ligne politique, c'est la ligne de notre groupe, c'est la continuité. Moi, ce que j'ai souhaité vraiment, c'est que nous ayons des débats politiques forts à l'intérieur du groupe, et notamment sur 3 sujets qui me semblent indispensables. Et c'est les 3 axes que j'ai fixés pour les semaines qui viennent. Le premier débat, évidemment, c'est celui des sénatoriales. Nous avons besoin de porter un regard lucide sur la situation, vous le disiez, Michael Samès, de regarder ce qu'il en est et de voir comment nous pouvons partir à l'attaque pour ces sénatoriales le plus sereinement possible, avec des chances de réussite. Le deuxième grand chantier que j'ai fixé, c'est celui de la réforme territoriale. Le Premier ministre allait très loin, et il a bien fait, et je le soutiens. En même temps... Vous soutenez le projet de Manuel Valls de supprimer les conseillers départementaux? Je soutiens le projet de Manuel Valls de remettre tout à plat et de revoir l'ensemble. Mais est-ce que vous êtes pour la suppression des conseillers départementaux? Je vais vous expliquer. La diminution du nombre de régions, je crois que tout le monde est d'accord. La droite comme la gauche, il faut y aller. La suppression des départements. Nous avons commencé. Dans les métropoles, si on ne veut pas superposer, il n'y a plus besoin de départements. Dans les zones urbaines, à quoi sert le Conseil général? Moi, je vois chez moi, à Valence ou à Romans... Vous êtes président du Conseil général oui, je suis président du Conseil général de la Drôme. Il n'y a pas besoin de Conseil général dans les villes. Donc ça ne me pose aucun problème. Par contre, en zone rurale, la fin du département, c'est la fin de la ruralité, c'est la désertification, et c'est considérer tout un pan de la société comme exclu. C'est la raison pour laquelle je prends le Premier ministre au mot. Manuel Valls a dit ici même au Sénat, chose qu'il n'avait pas forcément dit la veille à l'Assemblée nationale, de dire « j'ouvre un grand débat ». Et nous regarderons. Et moi, je pense qu'on ne peut pas supprimer les conseils généraux en zone rurale, en tout cas comme ça,
faire place nette. Il faudra trouver soit un nouveau conseil général, en tout cas pour les zones rurales, il faut une péréquation, il faut des solidarités territoriales indispensables. Vous savez, les petites communes... Il a peut-être parlé un peu hâtivement ou mal, ou c'est peut-être mal exprimé. Non, mais dans l'hémicycle, il a peut-être été un peu loin. Non, le Premier ministre n'est pas allé trop loin. Le Premier ministre a fixé un cap. Et s'il ne le disait pas, dans 20 ans, on se serait posé encore les mêmes questions. Donc, si vous voulez, la politique, c'est aussi ça. C'est prendre des décisions. Regroupe, ça passe pas forcément. Débattre. Mais pour l'instant, ça ne passe pas parce que le débat n'a pas eu lieu. Vous savez, moi, je crois qu'il y a une chose. C'est que la vie politique et les médias vont beaucoup trop vite. Le Premier ministre n'était pas nommé, qu'on annonçait déjà que ça allait être la bagarre avec le président de la République en 2017. Mais oui, mais c'est pas ça de la politique. Je pense que vous avez tort. Je pense que vous avez tort. Et attendez, sur le sujet du Big Bang territorial ou de la décentralisation, il fait des annonces. Et il dit il y aura un débat. Il y aura un débat. Je voudrais juste qu'on écoute Gérard Larcher. Gérard Larcher, le sénateur des Yvelines, ancien président du Sénat, qui réagit à ce sujet. On l'écoute et on en reparle juste après. C'est d'abord un homme de territoire. Il n'est que de le voir au Salon de l'Agriculture quand il accueille sur le stand de son département. Il aime son territoire. Et c'est bien d'ailleurs le débat que nous allons avoir au Sénat, le territoire, la représentation du territoire. Et c'est là où le Premier ministre doit prendre en compte la réalité du territoire et pas traiter d'un revers de main qui la disparition du département ou la fusion des grandes régions. On voit bien qu'on a depuis 48 heures un espèce de concours des élégances entre des présidents de région et en même temps des présidents de département qui sont majoritairement socialistes, qui eux sont plutôt effondrés. On l'entend, Didier Guillaume, c'est un débat qui est loin de faire consensus. Est-ce que Manuel Valls, comme le dit Gérard Larcher, a traité ce sujet d'un revers de main? Mais d'abord, je trouve que Gérard Larcher n'est pas très sympa avec son collègue Jean-Pierre Raffarin, puisque Jean-Pierre Raffarin lui-même a commis un rapport avec Yves Frétinger qui annonçait, un rapport qui a été accepté à la quasi-unanimité, qui a été cité par Manuel Valls qui annonçait la réduction du nombre de régions. Ensuite, Gérard Larcher dit il ne faut pas balayer la ruralité. Mais moi, je dis la même chose. Simplement, ne restons pas figés, quoi. La France de 2014, c'est pas la France qui était administrée il y a 15 ans. Et il faut regarder devant. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un sujet. Le fameux millefeuille territorial, que n'a-t-on pas entendu lorsque Gérard Larcher était président du Sénat? Que n'a-t-il pas fait pour faire voter d'une voix seulement la réforme de Nicolas Sarkozy et de François Fillon? Donc, vous savez, dans ce cadre-là, personne n'a de leçon à donner à personne. Il y a une orientation. Les Français, très majoritairement, à plus de 60%, sont favorables à cette évolution. Les élus sont favorables à condition qu'ils ne soient pas traités comme ça, balayés d'un revers de main. Donc nous discuterons. Et si j'ai souhaité mettre comme premier point à l'ordre du jour du groupe du Sénat cette réforme territoriale, c'est bien parce que je vois qu'il y a un sujet. Je vois qu'il y a des collègues présidents de conseils généraux qui se disent mais que se passe-t-il? Ça sera le gros chantier de votre présidence, cette réforme territoriale. Mais enfin, moi je suis sénateur, je ne suis pas président de conseil général. Quand je suis sénateur, je ne suis plus président de conseil général. Et ce n'est pas une association ou une assemblée de sortants ou une assemblée, j'allais dire, corporatiste qui doit faire ça. Je connais beaucoup de présidents de conseil généraux qui sont prêts à l'évolution, mais à condition de tenir compte de la réalité de terrain. La réalité de terrain, c'est si on supprime totalement les conseils généraux en zone rurale et s'il n'y a plus de cette solidarité territoriale, alors il en est fini de la ruralité. Voilà ce que je dis. Mais est-ce que vous craignez quand même pas que ce type de réforme juste avant les élections sénatoriales soit quand même extrêmement impopulaire et joue quand même sur le scrutin au mois de septembre? Oui, mais je crois que la politique, c'est être courageux. Il n'y a jamais de bon moment pour annoncer une... Parce que si c'était pas maintenant, on dirait il y a les cantonales et les régionales. Et puis si c'était pas avant les cantonales et les régionales, on dirait il y a les présidentielles. Il n'y a jamais de bon moment, vous savez. Donc, quand même pour les mais c'est un risque. Mais si on veut réformer ce pays, il faut le réformer. Alors on peut pas d'un côté... La réforme du Conseil territorial a coûté le Sénat à la droite. Peut-être entre autres parce qu'elle n'était pas partagée. Espérons que nous arriverons à faire partager cette idée, qu'il y ait qu'à la fois notre France est diverse, et parce que la France est diverse, elle doit être gérée de façon diverse. Moi, je pense qu'on ne gère pas la France à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Grenoble, comme on la gère dans la Drôme, dans la Lozère ou dans l'Aveyron. C'est ça la nouvelle France. La nouvelle France, c'est de considérer que la République est une et indivisible, mais elle est diverse. Et donc, il faut que l'État soit présent, les grands pouvoirs régaliens soient là, et qu'en même temps, on ne gère pas nos territoires de la même façon. Toulouse et Lavelanet, c'est deux lieux différents qui sont très proches, qui sont dans la même région, mais qui ne peuvent plus être gérés de la même façon. C'est ça le chantier. Si vous me dites que ça sera simple, je dis non. Ça sera très compliqué. Nous aurons entre nous des débats houleux, difficiles. Mon rôle sera de canaliser
pour qu'à la sortie, le groupe socialiste au Sénat ait une position claire qui aille dans le sens de la modernité, dans le sens du rassemblement et dans le sens d'une vision de la France, non pas recroquevillée, mais moderne. Voilà l'objectif que je me suis fixé. Guillaume, sur le plan national, cette fois, vous allez rentrer, comme on dit, dans la cabine de pilotage, parce que vous allez avoir affaire au Premier ministre directement, dans des réunions, notamment, on sait, chaque mardi, vous allez rencontrer le Premier ministre, entre autres, vous allez avoir des comptes à rendre. Ça change aussi le poids sur les épaules, la pression? Oui, parce que c'est à la fois une autre fonction. Premier vice-président du Sénat, je me suis régalé. J'ai beaucoup travaillé aux côtés de Jean-Pierre Bel sur l'organisation. Je me suis occupé d'un certain nombre d'actions. Là, aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, vous dites dans la cabine de pilotage, je n'ai pas cette prétention, parce qu'elle est petite, la cabine de pilotage. Il ne peut pas y avoir trop de monde. Sans ça, l'avion, après, on ne sait plus comment il va. Non, il y a un patron. Il y a un patron. C'est le président de la République. Ce sont les institutions de la Ve République. Il y a le chef du gouvernement, Manuel Valls. Et toute la presse l'a dit, et tout le monde ne le conteste pas cela. C'est quelqu'un qui saura s'imposer à la tête de son gouvernement. Puis après, il y a les groupes parlementaires. Et le parti majoritaire. Et les groupes parlementaires, avec Bruno Le Roux, moi je serai là pour faire remonter... de l'Assemblée nationale. Oui, de l'Assemblée nationale. Moi je serai là pour faire remonter ce qui se passe sur le terrain. Et je serai là pour faire plus de fluidité entre le groupe socialiste du Sénat et le gouvernement et le Premier ministre. Vous savez, les débats doivent avoir lieu. Mais je préfère qu'ils aient lieu en amont. Je préfère qu'ils soient préparés plutôt que des annonces soient faites et qu'après tout le monde se retrouve devant le fait accompli et que personne ne soit satisfait. Les Français sont prêts, me semble-t-il, à entendre beaucoup de choses. Les Français sont prêts à bouger et à accompagner à condition qu'ils comprennent. Et ce qui a manqué ces derniers temps, c'est un peu de la compréhension. À nous de faire comprendre à nos concitoyens. C'est pour ça que ça change au PS, c'est pour ça que ça change. Mais je crois, oui. À Matignon, c'est pour ça que ça change ici au Sénat. Absolument, absolument. Ah ben non, ici au Sénat, c'est parce que François Rebsamen a été nommé ministre. Bon, mais en dehors du Sénat, c'est pour ça que ça change, oui. Le gouvernement précédent... une repolitisation, Didier Guillaume, du Parti Socialiste avec cette élection tout à l'heure de Jean-Christophe Cambadélis. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur le groupe ici au Sénat? Non, mais il n'y a pas une repolitisation. Harlem Désir était premier secrétaire du Parti Socialiste, il était politisé. Simplement, force a été de constater qu'il a été un petit peu discret et il entre au gouvernement. Moi, je n'ai pas du tout aimé ce délit de faciès vis-à-vis d'Harlem Désir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont ces gens qui se permettent de dire il n'est pas bon, ceci, cela? C'est inadmissible. Harlem Désir est au gouvernement. Mais je viens de vous répondre avant que vous ayez posé la question. Je trouve ça inadmissible. Harlem Désir appliquera la politique du Premier ministre et du Président de la République. Mais aujourd'hui, il faut aller de l'avant, il faut franchir une nouvelle étape. Et les Français n'auraient pas compris que seul un remaniement gouvernemental fasse cela. Il faut que le dispositif d'ensemble soit en place. J'ai même cru comprendre qu'à l'Élysée, François Hollande faisait un certain nombre de changements. Il faut que l'équipe soit en place. Les temps sont durs. Nous allons avoir la trajectoire européenne difficile. On sait que la Commission nous attend au tournant. Nous devons faire 40 ou 50 milliards d'économies. Et en même temps, il ne faut pas tourner le dos aux salariés, il ne faut pas tourner le dos aux classes moyennes, il ne faut pas tourner le dos aux ouvriers qui, eux, n'ont pas compris les choses. Et ce que je ne veux pas, c'est les laisser aller vers le populisme, vers les extrêmes. C'est facile en période de difficulté, les discours extrémistes et populistes. Ça a marché tout au long de ces 30 ou 40 dernières années. Ben non, ce n'est pas cela. Donc à nous de tenir la responsabilité. On a bien compris votre message, Didier Guillaume. Des petites questions personnelles. Pour finir, vous êtes un spécialiste des questions agricoles. Vous êtes d'ailleurs le rapporteur. Disons que je m'y intéresse. Vous êtes le rapporteur du projet de loi agriculture examiné en ce moment au Sénat. Vous auriez pu prétendre au poste de ministre de l'Agriculture. Vous avez des regrets? Non, on ne prétend pas à un poste de ministre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient. Moi, j'aimais pas. Je crois vous l'avoir dit sur ce plateau. On n'est pas candidat à un poste de ministre. Et puis de toute façon, en France, il y a beaucoup plus d'anciens ministres que de ministres. Aucun regret, ni remords, ni regret, jamais. Vous savez, c'est pas le sujet. Ça a fait un moment de buzz. Vous savez, tous les noms qui sont envoyés en l'air, en principe, c'est pas forcément pour que ça serve à l'intéresser. Moi, je suis très heureux ici. J'ai souhaité rester ici. Je suis maintenant président du groupe socialiste et je vais essayer de le faire le mieux possible. Et en ce moment, le Sénat vote une belle et grande loi sur l'avenir de l'agriculture qui est présentée par Stéphane Le Foll. Et je suis, moi, très heureux des débats que nous avons depuis la semaine dernière. Un peu fatigant, ça se voit. D'ailleurs, je suppose à l'antenne, parce qu'on passe beaucoup de temps, mais c'est très intéressant. Vous venez d'être élu président du groupe socialiste. Le prochain objectif, c'est la présidence du Sénat?
Non, le prochain objectif, c'est faire travailler le groupe socialiste et de faire en sorte que la politique du gouvernement réussisse. Après, il y aura les élections sénatoriales, nous allons les préparer, et puis nous verrons après, step by step, marche après marche. Il ne faut pas brûler des étapes. Vous savez, en automobile, quand on est un peu trop pressé et qu'on oublie de rentrer dans la pédale de frein avant le virage, souvent on fait une sortie de route. Mais est-ce que pour ça, il ne faut pas aussi travailler avec les autres groupes de la gauche? Mais bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas reparlé, je vous l'ai dit, dans les trois orientations les grandes orientations que j'avais fixées, il y avait notamment une gauche rassemblée au Sénat. Et travailler avec les autres groupes, on sait très bien qu'il n'y a pas de majorité gouvernementale au Sénat, mais qu'il y a une majorité de gauche. Il n'empêche qu'avec le RDSE, avec Europe Écologie Les Verts, avec le groupe CRC, nous devrons travailler, nous devrons essayer d'approfondir nos réflexions, de gommer nos différences pour voir s'il y a des possibilités de voter plus de textes encore. C'est tout l'enjeu de ce travail, mais moi je ne désespère pas. Vous savez, la gauche existe dans ce pays. Elle s'est divisée depuis l'élection présidentielle. Il y a une partie qui n'a pas souhaité soutenir le gouvernement. Europe Écologie Les Verts soutient le gouvernement mais n'est pas membre du gouvernement. Le travail que nous devons faire au Sénat, en dehors de tous les aspects nationaux, c'est de nous concentrer sur les textes. Et si ces textes sont bons pour les Français, sont bons pour les citoyens, je pense qu'il y a possibilité que nous nous rassemblions. Dernière question, Didier Guillaume. En accédant à la présidence du groupe socialiste, vous laissez votre place de vice-président du Sénat vacante. Est-ce que vous savez qui seront les candidats à votre succession? Non, je ne sais pas. Vous n'avez pas du tout parlé pendant votre réunion? Si, j'ai évoqué le fait, et je l'avais dit d'ailleurs dans ma profession de foi, que j'ai démissionné de la vice-présidence. Non pas que c'était incompatible juridiquement, mais je pense que c'était incompatible déontologiquement, et c'est normal, bon, pas tout faire. Donc j'ai ouvert un processus de désignation. Les candidats potentiels devront envoyer leur candidature pour la semaine prochaine. Et puis la réunion de groupe du 29 avril, les sénateurs voteront pour celui qui représentera le groupe socialiste à la vice-présidence. Et après, ils seront très nombreux et rassemblés à accueillir le Premier ministre qui viendra pour la première fois devant le groupe socialiste du Sénat le 29 avril. C'est noté. Nous suivrons tout ça en direct sur Public Sénat. Merci beaucoup Didier Guillaume. À noter, juste avant de se quitter, qu'un autre groupe parlementaire élisait ce matin son président de groupe, le groupe UDI à l'Assemblée nationale. Et c'est Philippe Vigier qui occupera désormais le poste laissé vacant par Jean-Louis Borloo, qui, je vous le rappelle, a décidé de mettre un terme à ses mandats et fonctions politiques. C'est la fin de cette édition spéciale. On se retrouve à 16h30 pour suivre en direct l'hommage à Dominique Baudis, une cérémonie présidée par François Hollande depuis les Invalides. Merci à tous de nous avoir suivis. À tout à l'heure.